Lors d'une journée d'école ordinaire, Haruka est assis seul à son bureau car il est un vrai solitaire. Il est bien conscient de son statut de solitaire et, en fait, il aime être seul, car sa seule autre option serait de traîner avec ses camarades de classe, et il les déteste profondément. Il y a plusieurs groupes dans la classe, y compris les délinquants, les filles populaires, les accros de la salle de sport, et puis il y a les autres dont tout le monde se fiche. Haruka n'appartient à aucun de ces groupes, et cela lui convient parfaitement, car cela lui laisse plus de temps pour lire ses livres sans avoir d'amis. Cependant, sa session de lecture est interrompue lorsqu'une lumière vive apparaît sous lui. On dirait qu'un cercle d'invocation est en train de se former sous les élèves, et pendant un moment, Haruka est excité, car il sait que cela signifie qu'il va partir pour une aventure isekai. Mais ensuite, il réalise qu'il a eu trop de temps d'écran pour un solitaire, et s'il sait quelque chose sur les isekai, c'est qu'il va se faire avoir d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas question pour lui de devenir une victime de ce cirque, donc pendant que le portail est encore en cours de chargement, il se dirige vers la porte et essaie de sortir. Malheureusement, la porte semble être verrouillée par magie, donc peu importe la force qu'il utilise, il n'arrive pas à sortir de la pièce. Le portail est presque complètement chargé, et ses camarades de classe commencent à disparaître, se dissipant dans les airs. Dans un dernier effort pour éviter son destin dans cet autre monde, Haruka décide de se faufiler dans les conduits de ventilation pour attendre que le cercle d'invocation soit passé. Il saute et parvient à se frayer un chemin dans le plafond de la classe, mais juste au moment où il pensait être en sécurité, le cercle d'invocation le suit à travers le toit et il finit par être invoqué de toute façon. Ça craint qu'il n'ait pas pu rester sur Terre, mais puisqu'il sait déjà comment ce genre de choses se passe, il s'attend à voir apparaître un roi bedonnant ou une jolie princesse qui va lui demander de l'aide ou quelque chose du genre. Cependant, ce n'est pas ce qui se passe. En effet, Haruka voit un vieil homme chauve agitant frénétiquement les bras, paniqué à la vue de Haruka. Apparemment, le vieil homme est Dieu, et c'est lui qui est en charge de l'invocation. Il a déjà envoyé tous les camarades de classe de Haruka dans l'autre monde, mais comme Haruka a eu l'idée de se cacher dans le plafond tout en finissant par être invoqué, son invocation a été un raté. Dieu doit l'envoyer dans l'autre monde rapidement avant d'avoir des ennuis pour ce fiasco. Il dit à Haruka qu'il recevra des capacités pour l'aider dans l'autre monde, mais comme il est en retard, toutes les bonnes capacités ont déjà été choisies. Il ne reste que les compétences dont personne ne voulait, comme le jeu des dés de Paris, des lentilles de contact, et un bâton. Pour aggraver les choses, Haruka n'a qu'un nombre limité de compétences qu'il peut choisir, donc il commence à se défouler sur Dieu pour l'avoir invoqué et lui laisser uniquement des compétences pourries. Dieu sait qu'il a fait une erreur, mais il n'a pas obtenu son diplôme à l'université des dieux juste pour se faire crier dessus par un lycéen, donc il dit à Haruka qu'il va lui donner toutes les compétences restantes en guise d'excuse, mais qu'il ne veut plus voir sa vilaine tête ici. Puis, il téléporte immédiatement Haruka dans l'autre monde. C'est cool qu'il ait plus de compétences que d'habitude, mais ça ne lui sert pas à grand chose s'il est largué dans les bois dès son arrivée. Il n'a jamais vécu dans les bois auparavant et il n'a pas de provisions, mais il remarque ensuite une pochette par terre. Il s'avère que c'est un set villageois, et cette pochette lui permet de stocker un nombre illimité d'objets dans son inventaire. Il y a aussi un tas d'équipements de départ dedans, donc au moins, Haruka ne va pas commencer sans équipement. Après avoir équipé ses affaires, il décide de vérifier ses statistiques, mais à cause des dés de Paris, il doit lancer un chiffre pour obtenir des points de statistiques. Il se lance et jette les dés par terre. Résultat, il obtient un score de M, et il n'a aucune idée de ce que signifie M. Il décide donc de mettre les points M dans sa statistique de chance. À sa grande surprise, lorsqu'il ouvre la fenêtre de statistiques, sa statistique de chance est complètement au maximum, ce qui lui fait regretter de ne pas l'avoir utilisée pour quelque chose de mieux. Il continue de parcourir ses statistiques et, à sa grande surprise, en plus de toutes les compétences inutiles, il a également acquis 2 compétences uniques. Parce qu'il était un solitaire sur Terre, il ne pourra pas former de groupe dans ce monde, même s'il le veut, mais en échange, sa deuxième compétence lui permet de forcer les monstres à le servir, puisqu'il ne pourrait pas se faire des amis autrement. Haruka est un peu déçu de ne pas avoir la chance de se constituer un harem, mais c'est comme ça. Pour l'instant, il est plus préoccupé par le fait qu'il ne voit aucun de ses camarades de classe à proximité, ce qu'il trouve étrange puisque cet endroit est censé être le point de départ. Mais après tout, il ne se souciait pas d'eux avant, alors pourquoi s'en soucierait-il maintenant? Il doit se concentrer sur l'obtention de provisions pour vivre confortablement dans les bois, mais c'est plus facile à dire qu'à faire lorsqu'il ne voit presque rien avec tous ces arbres autour. À ce rythme, il ne tardera pas à tomber accidentellement sur un monstre, et si cela arrivait, il serait sûrement un homme mort. C'est alors que Haruka se souvient qu'il a une compétence de lentille de contact, alors il les met et soudain, il peut voir toutes sortes d'informations sur son environnement. Il s'avère que les lentilles de contact sont équipées d'une compétence d'évaluation, et grâce à cela, il peut traverser la forêt facilement et trouver des champignons qu'il peut manger sans risquer de mourir. Il décide d'en ramasser, et grâce à son sac de villageois, il peut en prendre autant qu'il veut. Il se dirige ensuite vers la rivière à proximité et utilise son sac pour puiser un peu d'eau à boire.
Mais une fois qu'il a terminé, quelque chose d'autre attire son attention, alors il retourne dans la forêt et trouve une petite grotte. Elle semble trop intéressante pour être ignorée, alors Haruka dit une petite prière au cas où un monstre serait à l'intérieur et l'attaquerait. Après cela, il commence à explorer la grotte. Heureusement, il semble qu'il n'y ait aucun monstre ici, et l'endroit est assez spacieux. Il pourrait donc en faire sa base d'opération. Il sort une tente et une lanterne magique de son sac pour installer le camp, puis il allume un petit feu avec sa magie de contrôle de la température pour se réchauffer pendant la nuit. Par coïncidence, l'utilisation de sa magie de température lui permet de débloquer un nouveau sort de feu, et sa vigilance face au monstre lui a permis d'acquérir plusieurs compétences de détection. Cependant, la seule compétence offensive de Haruka est un bâton, donc il doit encore trouver un moyen de se défendre. Le lendemain matin, Haruka se réveille en sursaut, quitte nerveusement sa tente, et à son grand soulagement, il n'y a eu aucune attaque de monstre pendant la nuit. Il est en sécurité, tout cela grâce aux propriétés anti-monstres de ces objets inutiles. Mais même s'il est à l'abri du danger, cela ne le protège pas de la faim. Il sort donc une poêle et fait cuire certains des champignons qu'il a ramassés la veille. Si vous vous demandez d'où vient la poêle, elle se trouvait tout simplement dans son sac de villageois, avec un ensemble complet de couteaux de cuisine et un peu de viande séchée. Jusqu'à présent, ce sac a été l'objet le plus utile dans l'arsenal de Haruka, et il se demande quel genre de villageois l'avait stocké avant qu'il ne l'obtienne. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'il a mangé, il doit réfléchir à ce qu'il va faire ensuite. Il sort donc et fait une petite promenade pour y réfléchir. Pour l'instant, cette grotte fera bien l'affaire comme base d'opération, mais Haruka doit encore s'inquiéter de trouver une source fiable de nourriture et de créer des mesures de sécurité contre les monstres qui pourraient tenter de l'attaquer dans ce monde. Heureusement, avec ses lentilles de contact, il ne devrait pas avoir trop de mal à rassembler suffisamment de nourriture pour tenir un moment, car il trouve presque immédiatement d'autres champignons et des herbes. Mais il doit encore trouver une solution à son problème de monstre. C'est à ce moment-là que la compétence de détection de Haruka s'active, et il remarque quelque chose qui se passe à proximité. Il décide d'aller voir, et il est horrifié lorsqu'il se rend compte que le bruit est causé par des gobelins. Ce serait déjà assez mauvais s'il n'y en avait qu'un, mais il y en a deux, et ils ont tous deux des statistiques de force supérieures aux siennes. Il se demande s'il sera capable de les vaincre avec sa force actuelle et envisage de s'enfuir. Mais le fait qu'il vive dans cette forêt signifie qu'il devra tôt ou tard affronter les gobelins s'il veut survivre. Il choisit de passer à l'action tant qu'il a encore l'élément de surprise. Cela dit, il n'est pas sûr que son bâton soit suffisant pour faire le travail à lui seul, alors il essaie d'utiliser l'une de ses compétences inutiles pour envelopper le bâton de magie, afin de voir si cela peut changer quelque chose. Cela fonctionne mieux qu'il ne le pensait, alors il bondit hors des buissons et frappe l'un des gobelins. Après l'avoir frappé à la tête, le gobelin est étourdi et confus, mais Haruka ne s'arrête pas là et continue de le frapper jusqu'à ce qu'il meure finalement. Voilà un gobelin en moins, mais il doit encore s'occuper du deuxième. Alors que celui-ci le charge, Haruka esquive son attaque. Maintenant qu'il a pris le coup, Haruka se rend compte que les attaques du gobelin sont en fait très faciles à prévoir, alors il les évite sans effort avant de le frapper avec une vague de magie. Ayant remporté son premier combat contre des gobelins, Haruka pense qu'il en a fait assez pour la journée et décide de retourner à la grotte pour se reposer un peu. Une fois de retour, il fait griller des champignons pour le dîner et examine la massue qu'il a récupérée sur le cadavre du gobelin. Elle fait beaucoup de dégâts, mais elle est lourde et a une portée courte. Haruka décide donc de continuer à utiliser son bâton pour l'instant. Il vérifie ensuite ses statistiques et, à sa grande surprise, il a gagné un niveau grâce au combat d'aujourd'hui, et non seulement cela, mais toutes ses statistiques existantes ont doublé. Le lendemain matin, Haruka se réveille et prend son petit déjeuner comme d'habitude, mais il commence à en avoir assez de manger des champignons tout le temps. Il aimerait vraiment pouvoir manger de la viande ici, mais il devra apprendre à chasser pour cela, et avant cela, il doit apprendre à se renforcer. La première chose qu'il veut essayer est la compétence de fusion magique qu'il a acquise. Pour une brève explication, cette compétence recouvre tout son corps de magie afin d'augmenter ses défenses physiques et magiques. Elle augmente également considérablement sa force, ce qui devrait lui permettre de combattre avec beaucoup plus d'efficacité. De plus, sa compétence d'évaluation est passée au niveau 2, alors il l'utilise pour voir si quelque chose a changé. Mais la seule différence est qu'il y a un point d'interrogation à côté de toutes les descriptions. Haruka n'a manifestement jamais joué à des jeux vidéo auparavant, car il passe une minute entière à essayer de comprendre ce que pourrait signifier une icône en forme de point d'interrogation, et finit par abandonner. Il décide alors de sortir pour faire un peu d'entraînement magique. En quittant la grotte, il remarque quelque chose par terre et le ramasse, pensant que cela pourrait être de la viande, mais il s'avère que c'est encore un champignon. Peut-être qu'il délire, mais Haruka espérait vraiment que la viande pousserait sur les arbres dans ce monde. Il se rend vite compte qu'il ne trouvera pas de viande en fouillant le sol de la forêt, alors il décide de commencer son entraînement magique. Il active son infusion de mana et fait un pas en avant, mais avec l'augmentation physique qu'il obtient, il se retrouve à bondir de plusieurs mètres en avant. Son corps se sent beaucoup plus léger qu'auparavant,
et avec très peu d'efforts, il peut facilement se déplacer dans la forêt, presque comme s'il se téléportait. De plus, sa dextérité est également grandement améliorée, ce qui lui permet de se déplacer et de frapper avec une grande précision. La première chose qu'il fait avec sa nouvelle force est de défier 2 gobelins au hasard, et contrairement à la veille, il parvient à assommer le gobelin en un seul coup. Il se sent vraiment confiant avec sa nouvelle force, pensant pouvoir gérer encore plus de gobelins. Mais lorsqu'il voit un groupe de 3 gobelins, il commence à avoir des doutes et recule lentement avant qu'ils ne l'attaquent. Il décide qu'il a travaillé assez dur pour la journée et retourne à sa grotte pour s'entraîner à la magie. Il continue cette routine, le jour, il pratique le combat, et la nuit, il bricole avec sa magie pour voir ce qu'il peut faire. Apparemment, il peut même fabriquer des tables basses. En suivant cette routine, Haruka parvient finalement à vaincre un gobelin en un seul coup et à créer une véritable table grâce à son artisanat magique. Il l'utilise ensuite pour fabriquer une porte pour sa grotte, ce qui lui permet de sortir la nuit, et cela signifie qu'il peut enfin partir à la chasse. Il décide de chasser un lapin parce qu'il n'a pas goûté de viande depuis si longtemps. Mais lorsqu'il finit par l'attraper et s'apprête à commencer à le cuisiner, il remarque quelque chose d'autre à proximité. Au début, il pense que c'est un gobelin, mais en y regardant de plus près, il se rend compte que c'est quelque chose de bien pire, ce sont les délinquants de sa classe. Il n'a vraiment pas envie de devoir leur parler, alors il prévoit de s'éclipser dans l'autre direction. Mais en partant, il remarque aussi que les nerds, filles populaires, tout comme les gros bras. Il ne pense pas que les nerds soient si mauvais, puisqu'il traînait parfois avec eux à l'école, mais il ne veut toujours pas avoir à leur parler. Enfin, il aperçoit le groupe du conseil des étudiants, avec la déléguée de classe. Même s'il déteste socialiser avec les gens de sa classe, il doit admettre que la déléguée a toujours été vraiment gentille avec lui. Ce serait donc la moindre des choses de lui rendre cette gentillesse, même si c'est juste pour lui dire bonjour. Il envisage brièvement de se révéler et de lui parler, mais il ne veut pas non plus gâcher la vie solitaire qu'il a déjà. Puisque personne ne sait qu'il est ici, il a l'occasion d'être vraiment seul, comme il l'a toujours voulu, pas de discussions inutiles, pas d'impôts à payer, et personne pour l'embêter. Il ne veut vraiment pas gâcher ça en ayant des contacts avec ses camarades de classe, car ils sont déjà assez agaçants. C'est pourquoi il décide officiellement d'ignorer ses camarades et de vivre seul, pour conquérir ce monde tout seul. Au moment où les délinquants s'approchent trop de Haruka, il se jette immédiatement sur un buisson pour se cacher. Mais l'un d'eux a l'impression d'entendre une voix dans cette direction, alors il s'approche lentement pour vérifier, ce qui met Haruka sous pression. Heureusement, un lapin sort de là et les convainc qu'il n'y avait rien, ce qui les pousse tous à s'en aller. Haruka les suit pour voir qu'ils se reposent près de la rivière et, bien qu'il ne veuille pas avoir de relation avec eux, il doit savoir de quoi ils parlent. Mais quand il les écoute attentivement, il découvre qu'ils parlent seulement de choses obscènes concernant les filles de la classe. Bien que cela l'inquiète, il sait que les filles ont la représentante de classe pour les défendre, donc même s'ils essaient de causer des problèmes, elle les arrêtera. À ce moment-là, l'un d'eux attrape un autre étudiant nommé Tanaka. Ils veulent qu'il leur confirme si cette compétence leur permettra de faire tout ce qu'ils veulent, et en voyant que c'est le cas, ils veulent aussi qu'il leur explique comment ça fonctionne. Haruka reconnaît Tanaka, se rendant compte qu'il l'utilise comme un navigateur vivant. L'un d'eux propose de rentrer, car il pense que le représentant suppléant les attend. Une fois qu'ils se sont tous éloignés, Haruka suppose que toute la classe est en amont du fleuve, dans la direction que les délinquants ont prise, et avec cela, il se répète que vivre en solitaire est le chemin à suivre, se dirigeant directement vers sa nouvelle base. En arrivant là-bas, il est assez surpris de voir ses statistiques. Il découvre que son niveau de solitude vient d'augmenter. Cela le fait croire que c'est parce qu'il a évité ses camarades de classe, et que si c'était aussi, son niveau aurait également augmenté. Après tout ce travail acharné, il se serait déséquilibré ici même, réalisant que ses titres détruisent réellement l'estime de soi. Mais il est encore au niveau 3, et cela est probablement dû au maître du néant ou à des compétences de fou. Il savait que ces derniers seraient difficiles à faire monter en niveau, car il ne sait même pas ce que fait le maître du néant. Cela signifie probablement qu'il ne peut pas se concentrer sur une chose, du moins pas assez pour réussir, mais cela lui permet de gérer la plupart des choses plutôt bien. C'est à ce moment-là qu'il remodela sa caverne pour la rendre beaucoup plus habitable, lui donnant une apparence très agréable. Quant à la compétence utilisable, il se demande si cela fait de lui un type de marionnette ou un idiot comme un imbécile inutile, ce qui est mauvais, probablement même pire. Le jour arrive, où à minuit, Haruka a des problèmes pour dormir à cause du bruit qu'ils font dehors. Pour cette raison, il sort dans la forêt pour voir ce qui se passe, pouvant observer que les nerds se battent contre des gobelins. Il pense qu'ils sont dans une mauvaise situation, et cela le fait se demander s'il devrait les aider. Ce qu'il fait, c'est utiliser l'évaluation, vérifiant s'ils n'ont vraiment pas besoin d'aide, car ils ont des classes bien meilleures que la sienne. Il ne comprend pas pourquoi il est le seul ici, mais se rappelle ensuite qu'ils ne sont pas coincés avec des choses comme lui, mais qu'ils ont des trucs OP. Cela lui rappelle quelque chose, la classe était pleine d'athlètes exceptionnels et d'étudiants brillants, fils de célébrités et des choses comme ça.
Il se demandait aussi comment un enfant normal comme lui a fini là. Il sait que ces nerds sont des professionnels dans ce domaine, donc ils s'en sortiront, mais avant de partir, sa perception lui signale quelques gobelins qui s'apprêtent à les attaquer par derrière. En conséquence, il n'hésite pas et sort de sa cachette pour attaquer les deux gobelins et les vaincre habilement. Après cela, il se retourne vers eux pour leur demander comment ça va, mais par coïncidence, les nerds ne lui prêtent pas attention, car ils viennent juste de terminer de vaincre les derniers gobelins. Quand il réalise qu'il s'agit de lui, il n'hésite pas à s'approcher pour le saluer amicalement, le remerciant de les avoir sauvés. Haruka n'est pas capable de parler correctement avec eux, car il avait déjà oublié comment avoir une conversation avec quelqu'un d'autre. Après cela, il les emmène dans sa caverne, et en voyant l'intérieur, tous sont impressionnés par le luxe qu'elle présente. C'est alors que Haruka leur demande ce qui est arrivé aux autres, à quoi ils répondent finalement qu'en réalité, ils sont en train de fuir, pour ainsi lui raconter les détails de ce qui s'est passé. Apparemment, tout a commencé lorsque tous, sauf lui, ont été transportés dans la forêt. À ce moment-là, les autres ont commencé à paniquer car ils ne comprenaient absolument pas la situation. Malgré la nervosité, les nerds restaient calmes en examinant leurs statistiques et en commençant à enquêter, ce qui a fait que les délinquants se sont approchés d'eux pour exiger qu'ils disent ce qu'ils savaient. D'un autre côté, la représentante de classe restait détendue et surprise que ce soit un isekai, mais en les voyant si bouleversés, elle a essayé de les calmer. À ce moment-là, quelqu'un lui a signalé qu'elle avait quelque chose derrière elle, qui s'avérait être un groupe de gobelins, ce qui l'a paralysé de peur. Même les délinquants ont tremblé de peur devant ces monstres, mais dans le cas des nerds, ils ont immédiatement sorti leurs armes, confiant que les gobelins étaient un obstacle facile. Après avoir montré qu'ils pouvaient être vaincus, les athlètes ont apparemment bien défendu, éradiquant ainsi les monstres avec leur ingéniosité. Ensuite, la représentante de classe a dirigé tout le monde vers une clairière sécurisée près de la rivière. Les nerds ont utilisé leur connaissance de l'isekai et de la survie pour aider à installer un campement. Apparemment, la représentante de classe a organisé les choses et mis tout le monde au travail en les séparant en groupes pour qu'ils assument différents rôles et tâches, et ainsi, tout le monde s'est uni et a travaillé ensemble. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Il s'avère que les filles n'ont pas voulu se donner la peine de monter des tentes et se sont séparées du groupe, quelque chose que la représentante de classe n'a pas pu empêcher. Les autres ont vu cela, et ont fini par partir également, suggérant à la représentante de classe de laisser le travail aux nerds. C'est ainsi que la classe s'est disloquée. Dès ce moment, seule la représentante de classe, les nerds, et quelques autres étudiants faisaient un quelconque travail. Les autres se plaignaient sans rien faire, mais les nerds devaient travailler davantage et défendre le camp des gobelins. L'un d'eux pense que la compétence charme accorde probablement un contrôle sur les gens, et il y a aussi le marionnettiste, ce qui est de mauvaises nouvelles. Il a vu les délinquants choisir ses compétences dans la salle blanche, ce qui explique pourquoi les nerds ont décidé de monter en niveau sans arrêt pour contrer ces mauvaises compétences choisies par les délinquants. Ils se sont également chargés de les surveiller, et c'est alors qu'ils les ont entendus parler de leur plan de harem. À cause de cela, les nerds ont parlé à la représentante de classe pour l'en informer, et elle a décidé qu'il fallait faire quelque chose, se convainquant elle-même de monter aussi en niveau. Mais les délinquants ont réussi à utiliser charme et marionnettiste quelques jours après, et la représentante de classe est tombée sur eux à ce moment-là. À ce moment, tous les délinquants étaient à terre, apparemment incapables de bouger. Les nerds ont saisi cette opportunité pour utiliser leurs compétences de scellement sur eux afin de rendre charme et marionnettiste inutilisables. Une fois leur plan de harem découvert, les délinquants ont été expulsés du camp. Cependant, peu de temps après, ils sont revenus pour attaquer le camp par surprise, créant un chaos total. Après avoir incendié les tentes, ils ont averti qu'ils reviendraient plus tard avant de se retirer. Pour une raison quelconque, les otaku ont été tenus pour responsables de ce qui s'était passé, car les filles les ont vraiment blâmés, et les autres ont fini par soutenir cette opinion. Ce que la représentante de classe a fait, c'était de se mettre en travers pour les défendre, essayant de leur faire voir que le groupe de Oda, le leader des nerds, n'avait rien fait de mal. Elle et quelques autres étudiants les ont soutenus, mais c'était trop à supporter, alors les otaku sont partis. En écoutant cette histoire, Haruka est devenu très ému, comprenant bien qu'ils avaient vraiment passé un mauvais moment. C'est pourquoi il leur propose qu'ils aient un festin ce soir, souhaitant organiser une fête de champignons, une idée que les autres n'ont pas très bien accueillie. Cela s'est terminé le lendemain avec les otaku, ce qui fait supposer à Haruka que ne pas être solitaire n'est pas si mal parfois. C'est ici que Haruka se sépare d'eux, car il doit partir. Avant cela, Oda lui demande s'il est sûr de ne pas vouloir les accompagner, car ils descendent la rivière pour chercher un village et commencer en tant qu'aventurier. Il sait que, parmi toute la classe, Haruka est sûrement plus à l'aise avec leur groupe qu'avec n'importe quel autre. Haruka lui donne raison, car ils avaient l'habitude de partager des livres et ce genre de choses, mais il doit décliner, refusant d'une manière bien dramatique. Une fois qu'ils reprennent leur route, il pense qu'il adorerait aller au village, mais avec ses statistiques, il sait qu'il ne ferait que les ralentir. Il préfère alors aller voir les autres,
car les otaku semblaient préoccupés par la représentante de classe. En chemin, il tombe sur un kobold qui le mord un peu, mais il réussit à gagner. Après avoir marché un moment en souffrant, il arrive à l'endroit où le campement était supposé se trouver, mais il n'y a rien. À ce moment, sa détection d'ennemis s'active, ce qui lui permet de visualiser une trace de pas. En la suivant pendant quelques minutes, il détecte un groupe de personnes un peu plus loin, mais a la grande malchance de découvrir que ce sont les filles. Avec les nerfs à vif, il essaie de dissimuler sa présence tout en faisant demi-tour discrètement pour partir sans attirer l'attention. Cependant, celle-ci, en remarquant sa présence, lui demande de s'arrêter. Haruka n'obéit absolument pas et commence à courir sans s'arrêter, sachant que ces filles sont tout le contraire d'une vie tranquille et solitaire. Soudain, l'une d'elles le supplie de s'arrêter, et cela le fait immédiatement se figer, car il trouve cela très étrange venant de leur part. L'une des filles lui demande s'il est ami avec la bande de Oda, car elles les cherchent et veulent qu'ils leur disent où ils se trouvent. Incapable de s'habituer à leur attitude agressive, Haruka leur demande pourquoi elles cherchent les otaku, supposant qu'elles veulent simplement les exploiter. Elles lui expliquent qu'elles veulent seulement s'excuser, car elles ont réalisé que c'est uniquement grâce à eux qu'elles sont encore en vie. Haruka sent qu'elles sont sincères, surtout parce qu'il n'imaginerait jamais les voir s'excuser dans le monde réel. Ce qu'il leur dit, c'est qu'elles ne pourront jamais les atteindre, mais malgré cela, elles veulent toujours savoir. Avant de répondre, Haruka leur demande si elles peuvent sortir de cette forêt ou si elles peuvent se battre contre des monstres, voulant savoir si elles veulent vraiment retrouver leur sauveur pour s'excuser ou si elles vont abandonner. En les voyant sans réponse, il leur fait comprendre qu'il attend une réponse maintenant, voulant vérifier si elles sont sérieuses, tout cela pour protéger les otaku. Les filles commencent à pleurer, disant qu'elles voulaient juste s'excuser et ne veulent pas mourir. Ensuite, elles se mettent à le supplier de leur enseigner tout ce qu'elles ont besoin de savoir pour survivre jusqu'à ce qu'elles retrouvent les otaku et puissent se réconcilier avec eux. À ce moment, l'activité de subjugation de Haruka s'active, tout cela parce qu'il a dit oui par réflexe. En vérifiant son menu, il voit qu'il y a une liste de subjugation avec les noms des filles, la leader, fille A et fille D. Cela stresse beaucoup Haruka, car maintenant, elles sont derrière lui en tant que membre de son groupe. Alors qu'ils avancent, il essaie de les gronder parce qu'elles le suivent comme des chiots, mais il n'obtient aucune réponse d'elles, car après tout, elles ont été subjuguées. Il s'inquiète pour leur faible vitalité et pour savoir comment elles s'en sortiraient contre les méchants sans rien dire, ce qui est assez terrifiant au point qu'il a envie de pleurer. En plus de cela, elle ramasse les cristaux des monstres et les lui apporte comme des chiens. Haruka se rend compte que la leader des filles est blessée, alors il lui donne une potion de soin, mais elle se la verse dessus. Face à cette situation, il sait que si la représentante de classe le voyait, elle le gronderait terriblement, car maintenant, il a les filles comme si elles étaient des esclaves. À cause de cela, il commence à se demander comment annuler la subjugation, et tandis qu'il essaie de trouver une solution, il se trouve que la représentante de classe apparaît derrière lui pour le saluer. Pendant ce temps, les délinquants discutent à nouveau du plan, ayant déjà l'information sur l'endroit où se trouvent les filles, mais leur leader leur rappelle que chaque chose en son temps, car ils doivent d'abord se débarrasser de ces problèmes. Cela ne semble pas du tout amical. Haruka sursaute en voyant la déléguée de classe qui se tient derrière lui en criant son nom sans prévenir. Il l'appelle par son titre, ce qui l'énerve, car elle pensait qu'il l'appellerait au moins par son prénom depuis qu'ils se connaissent depuis la première année. Suivant la déléguée, les autres filles arrivent épuisées d'avoir couru jusqu'ici, mais leur présence n'est pas si importante, alors Haruka ne leur prête pas attention et explique à la déléguée pourquoi le groupe de filles prétentieuses agit de manière si étrange. Comme il ne peut pas lui dire qu'il a accidentellement pris le contrôle de leur esprit, il se demande quelle excuse il peut inventer, tandis que la déléguée devient de plus en plus suspicieuse face à la situation, considérant tous les scénarios possibles. Il réalise qu'il ne va pas sortir de cette situation en faisant des excuses, alors il lui révèle que les 3 filles prétentieuses, dirigées par Shimazaki, lui sont asservies. La déléguée de classe est dégoûtée par les actions perverses de Haruka et exige de savoir pourquoi il utiliserait la compétence de servitude sur elle, alors qu'elle n'est censée être utilisée que sur des monstres. Haruka promet que sa compétence s'est activée toute seule et prétend ne pas savoir comment elle fonctionne. Aucune des filles ne croit ses mensonges, même s'il dit la vérité, et elle lui lance des regards acérés, lui donnant des frissons dans le dos. Réalisant qu'elle le pense maintenant complètement crépi, Haruka décide qu'il est préférable de s'éloigner silencieusement, mais avant qu'il puisse s'échapper, les filles l'arrêtent en disant qu'elles doivent d'abord le punir pour ses péchés. La déléguée de classe secoue plusieurs fois Shimazaki, la leader du groupe de filles autoproclamées, ce qui permet à Shimazaki de reprendre conscience. Maintenant qu'elle et ses amis sont revenus, le processus d'enquête commence, et la déléguée demande à toutes des détails minutieux de leur interaction avec Haruka pour confirmer si les coupables ne seraient ce qu'un peu. Pendant ce temps, Haruka est laissé seul au loin. Il décide d'utiliser ce temps pour pratiquer l'expansion de sa base en activant sa compétence. Il essaie de pratiquer sa technique pour créer un sous-sol, mais cela se retourne contre lui, le faisant rester coincé dans le sol, à l'exception de sa tête.
La déléguée vient s'inquiéter pour Haruka et finit par être totalement confuse en ne voyant que sa tête au-dessus du sol. Il explique qu'il s'est retrouvé dans cette position après avoir expérimenté l'une de ses compétences. Elle le soulève avec ses mains nues, montrant qu'elle mérite d'être appelée une femme forte. Maintenant que tout le monde, y compris Haruka, se sent intimidé, la déléguée décide de rendre son jugement sur Haruka pour ses actions. D'après ce qu'elle a entendu de Shimazaki et des autres, elle conclut que Haruka n'essayait que de les aider. Ainsi, elle et les autres lui présentent leurs excuses pour l'avoir mal jugé plus tôt et le remercient de leur avoir montré de la gentillesse. Maintenant que tout est éclairci, le solitaire veut rentrer chez lui, révélant accidentellement aux filles qu'il a construit une base ici pendant son temps libre. Il leur dit nonchalamment que cette maison peut facilement accueillir 200 personnes et dispose de plusieurs cuisines, toilettes et salles de bain. En apprenant que Haruka vit en fait dans le luxe tout seul, elles insistent pour l'accompagner chez lui, voulant y passer la nuit. Après cela, Haruka les guide à travers toute la forêt comme un navigateur professionnel et les accueille dans son humble demeure. La grotte de Haruka ressemble maintenant à un manoir luxueux, donc bien sûr, les filles sont plus qu'excitées à l'idée de rester ici. Après avoir exploré le salon, la cuisine et les toilettes, les filles découvrent la salle de bain massive et oublient complètement l'existence de Haruka, se précipitant directement dans la baignoire. Haruka vit essentiellement le rêve d'un otaku, et en voyant toutes les filles agir comme des sauvages, son cerveau surchauffe. Ne pouvant plus supporter d'être entouré d'un groupe de filles, le solitaire décide de se retirer et retourne dans sa chambre pour passer une bonne nuit de sommeil. Soudain, la déléguée de classe vient dans sa chambre pour le remercier de les avoir aidés. Elle lui raconte son triste passé, lui expliquant comment tous leurs camarades de classe masculins les ont abandonnés, les laissant mourir seuls dans la forêt impitoyable. Mais maintenant que les filles ont un endroit où rester, elles se sentent beaucoup mieux et se sont calmées. La déléguée est en colère contre elle-même de ne pas être à la hauteur, et Haruka lui offre des mots réconfortants, lui disant qu'elle est une bonne personne et qu'elle ne devrait jamais se comparer aux autres. La déléguée se sent mieux grâce à Haruka et s'en va pour la nuit. Les filles autoproclamées semblent avoir leur propre lit somptueux dans la chambre d'amis, et l'une d'elles murmure dans son sommeil « Je suis désolée, Oda », Oda étant la leader du groupe de nerds. Cette fille se sent désolée de les avoir chassés de leur base il y a quelques jours. Pendant ce temps, Haruka ne peut plus dormir, il ne peut s'empêcher d'imaginer avoir un harem pour lui tout seul, mais c'est trop ambitieux étant donné qu'il est censé être un solitaire dans ce monde. Le lendemain matin, une fille aux cheveux violets réveille Haruka en lui disant qu'elle a préparé le petit déjeuner pour lui. Ce dernier n'a jamais reçu un tel traitement spécial et n'a aucune idée de ce qui va se passer ensuite. La fille s'approche de lui disant qu'elle a préparé du poisson grillé, lui demandant s'il ne veut pas en manger. Il devient super excité en entendant qu'il y a du poisson pour le petit déjeuner et ignore complètement cette potentielle histoire d'amour pour un simple repas. Après s'être cogné la tête, Haruka goûte au poisson grillé, sa première bouchée le rend si excité qu'il n'a jamais goûté quelque chose comme ça depuis son arrivée dans ce monde. En le voyant manger comme un monstre, les filles se demandent ce qui le rend si enthousiaste, surtout puisque l'eau d'où provient le poisson était juste devant lui tout ce temps. À ce moment-là, il révèle qu'il n'a jamais attrapé de poisson dans la rivière, mais qu'il passait juste son temps à les regarder pour le plaisir et à manger des champignons. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il n'en a jamais attrapé un, il révèle qu'ils étaient trop rapides et glissants pour qu'il puisse les attraper. Ne voulant pas se priver de cette nouvelle délicatesse, il leur demande comment elles ont réussi à attraper le poisson. Au début, elles rient de sa question, mais finissent par révéler qu'elles ont utilisé la magie de la foudre appartenant à l'une des filles pour l'attraper. Après lui avoir fait une démonstration, il est au-delà de l'imaginaire et demande à la fille de le refaire. Quand elle le fait, il utilise sa compétence d'emballage pour ranger la magie dans une boîte. Cela l'aide à attraper un poisson avec ses mains pour la première fois, et il se sent tellement accompli en faisant cela. Cela lui a également donné la magie de la foudre, ce qui est un effet secondaire de la combinaison de sa compétence d'emballage et de celle de maître des nonnes qu'il possédait. Cela l'aide à obtenir d'autres compétences magiques. En entendant cela, les filles sont ravies et affirment qu'il a obtenu les meilleurs pouvoirs. Cependant, il révèle qu'il n'a que les pouvoirs qu'elles ont laissés et rien de spécial, puisque toutes les meilleures compétences avaient déjà été choisies. Ensuite, il ressent le besoin d'uriner et s'en va. Plus tard, les filles passent du temps à jouer dans l'eau tandis qu'Haruka demande à la déléguée ce que les filles vont faire maintenant. En réponse, elles révèlent leur plan d'aller à la ville la plus proche, qui se trouve être celle où les nerds se dirigeaient. En l'entendant dire cela, il suppose immédiatement qu'elles y vont pour traquer les nerds, comme il l'avait pensé. Autant les filles essaient de le convaincre qu'elles veulent seulement s'excuser auprès des nerds, il ne les croit pas. Au milieu de cela, la déléguée déclare qu'elle espère que les filles pourront monter de niveau avant de se rendre à la ville. Haruka accepte et propose de les aider avec plaisir. La déléguée accepte son offre et lui fait à nouveau savoir qu'elles n'ont pas l'intention de traquer les nerds cette fois. Il le croit en affirmant qu'il avait toujours anticipé une confrontation entre les nerds et les filles. Le lendemain, toutes les filles se mettent en ligne, prêtes pour l'entraînement, tandis qu'Haruka prend les devants. Avant de commencer, il souhaite connaître le niveau de chacune d'elles. Lorsqu'elles annoncent leur niveau,
il réalise qu'elles sont toutes au-dessus du niveau 15, ce qui est bien plus que son niveau actuel, qui est 7. Même avant de commencer à les enseigner, les filles commencent à se plaindre, tandis qu'il exprime sa déception. Peu après, il perçoit un bruit provenant des buissons et remarque quelques kobolds cachés. Cela lui apparaît comme une occasion parfaite. Il leur annonce que leur premier test sera de vaincre les 3 kobolds dans les buissons, révélant ainsi leur position. Il suggère que ce devrait être une bataille facile puisque les kobolds sont de bas niveau. En entendant cela, les filles sont motivées à montrer leurs compétences, convaincues qu'il sera facile de vaincre de tels monstres de bas niveau. Malheureusement pour elles se font battre de manière pitoyable par les kobolds. En les voyant perdre aussi lamentablement, Haruka se fâche et leur lance des reproches, mais elle continue à donner des excuses, affirmant que les kobolds sont trop rapides et mordent. En raison de cela, les filles évitent de les combattre et se réfugient toutes dans la tente magique d'Haruka pour leur sécurité. Bien qu'elles affirment n'être là que pour revoir leur dernière bataille, cela se révèle être vrai, car les filles sortent de la tente pour se venger. En les regardant quitter la tente pour le combat, Haruka est satisfait de leur détermination. Cependant, en se retournant, il voit la fille aux cheveux violets d'un peu plus tôt dans la matinée. Elle s'excuse pour ce qui s'est passé plus tôt et affirme qu'elle ne faisait que le tester. Apparemment, elle a été traumatisée par son expérience avec les garçons notoires quelques jours auparavant, car elle supposait que tous les hommes étaient des scélérats. Elle s'est inquiétée qu'Haruka soit comme eux. En entendant cela, Haruka réalise que les filles ont dû traverser beaucoup de choses pendant leur séjour ici. D'un autre côté, la fille reconnaît qu'Haruka n'est pas comme les autres garçons puisqu'il leur a donné un abri, de la nourriture et leur a appris à se battre. Pour le remercier encore plus, elle lui propose de le réveiller chaque matin et de lui préparer du poisson, ce que l'idiot affamé accepte. Le lendemain matin, comme elle l'avait promis, la fille aux cheveux violets apporte du poisson grillé pour Haruka. Pendant qu'il apprécie son repas, il entend les voix des filles qui se dirigent à nouveau vers les kobolds pour se battre après leur série de défaites. Il espérait que quelqu'un les arrêterait, car il était trop occupé à grignoter. Heureusement, la déléguée de classe sort en trombe et exige qu'elle s'arrête et s'entraîne davantage avant de combattre les kobolds. Heureusement, elle l'écoute et commence à s'entraîner. Des jours plus tard, lorsqu'elles sont prêtes, elles vont affronter les monstres. Cependant, juste avant le début de la bataille, l'une d'elles s'endort sur le côté en feignant une maladie pour échapper au combat. Pendant ce temps, quelques-unes d'entre elles, qui s'étaient entraînées de près avec la déléguée, se dressent contre les monstres et finissent par remporter la victoire. Elles sont toutes motivées par leur besoin d'être suffisamment fortes pour retrouver les nerfs afin de s'excuser de les avoir chassées. Après avoir sécurisé la victoire, les filles sont excessivement excitées, et Haruka pousse enfin un soupir de soulagement. Maintenant qu'elles ont appris à se battre, Haruka est content qu'elles partent bientôt et qu'il puisse retrouver sa vie de solitaire. Cependant, la déléguée avait toujours supposé qu'il irait avec elle. Avant que les filles ne partent, Haruka leur remet des sacs remplis de champignons, mais choisit de rester derrière et de s'enliser dans sa solitude. Pendant ce temps, au plus profond des bois, un des garçons est attaqué par un vilain anonyme et finit par perdre la vie. De retour dans la forêt, Haruka continue son voyage pour sortir des bois. Il escorte les filles vers la civilisation la plus proche, mais en chemin, il rencontre un orc de niveau 11 imposant. Haruka demande aux filles de rester en retrait et de regarder comment il combat afin qu'elles puissent également apprendre. Il se précipite en avant avec son petit bâton, tandis que l'orc brandit sa massue massive pour l'écraser. À sa grande surprise, Haruka disparaît soudainement juste devant lui. En réalité, Haruka se cache derrière un arbre et rit de la lenteur de l'orc. Il se souvient que les intellos lui ont dit que les orques ont une grande résistance aux attaques physiques et ne peuvent être vaincus qu'en utilisant de la magie. Haruka parcourt son écran de statut pour trouver une bonne magie à utiliser contre le monstre et remarque qu'il a quelque chose appelé grande magie. Il a appris les éléments du vent, de l'eau et de la terre en utilisant la magie de manière variée, comme passer l'aspirateur et labourer le sol, et il est content de voir à quel point il est intelligent. À ce moment-là, l'orque brise l'arbre derrière lequel il se cache et commence à l'attaquer. Haruka recule et essaie de tout esquiver, puis se retrouve derrière l'orque et le frappe avec son petit bâton. Cependant, à la surprise générale, l'orque subit beaucoup de dégâts et finit par s'effondrer. Haruka se demande comment un orque, censé avoir une grande défense physique, a pu être blessé si facilement, et les filles le regardent avec un visage suspicieux. Haruka déclare qu'il éliminera le prochain en utilisant de la magie, comme les intellos le lui ont conseillé. La prochaine fois qu'il rencontre un orque, Haruka crée une boule de feu dans sa main et la lance doucement sur la tête du monstre, le faisant exploser sur le coup. Il élimine ainsi un autre monstre en un seul coup. Il se demande ce qui se passe, et les filles se plaignent qu'elles ne peuvent rien apprendre s'il élimine les monstres aussi rapidement. Plus tard dans la nuit, ils campent tous à l'extérieur et savourent des champignons grillés, tandis que Haruka crée un piège avec de la magie de la terre pour assurer la sécurité de tous. Il pense à son abri équipé d'un répulsif à monstres et d'une détection de présence magique, ce qui devrait garantir la sécurité des filles pendant la nuit. Il commence à planifier leur itinéraire pour le lendemain, utilisant sa compétence de carte qui a évolué à partir de ses compétences d'évaluation et de lentilles de contact.
Il la consulte et pense qu'il devrait suivre la rivière, mais il détecte soudainement la présence de quelqu'un. Il remarque que des humains se dirigent vers eux et s'inquiète qu'il puisse s'agir des délinquants. Cependant, à son soulagement, ce sont simplement les idiots du sport. Pendant ce temps, la déléguée de classe remarque que Haruka leur parle et décide d'écouter discrètement. Haruka demande aux sportifs ce qu'ils font là et se demande s'ils sont des stalkers essayant de surveiller les filles pendant qu'elles dorment. Il leur demande s'ils sont également des pervers en plus d'être musclés, mais il s'écrit qu'ils ne le sont pas. L'un d'eux dit qu'ils ne sont pas là pour les filles, mais pour lui. Haruka les taquine en demandant s'ils aiment aller aux soirées déguisées, mais ils répondent qu'ils ne sont pas de ce bord. Après cela, Haruka leur demande pourquoi ils se cachaient des filles, et ils répondent que c'est parce qu'ils ne peuvent plus faire confiance à personne. Ils expliquent qu'il existe une compétence bien plus dangereuse que la manipulation de marionnettes ou le charme, la compétence de pickpocket. Haruka pense qu'ils doivent parler de la compétence de pickpocket qui permet à l'utilisateur de voler les compétences et les capacités des autres. Les sportifs disent que les délinquants n'ont rien mentionné à propos de la compétence de pickpocket, ce qui signifie probablement qu'ils ne la possèdent pas. Cependant, cela implique que quelqu'un d'autre l'a, et ils doivent se méfier de tout le monde. Après avoir entendu cela, Haruka leur dit qu'ils sont stupides de ne pas avoir considéré la possibilité qu'ils puissent avoir cette compétence. Cependant, ils commencent à sourire et disent que si c'était le cas, ils seraient vraiment heureux parce qu'ils savent qu'il n'est pas un mauvais gars. Ils lui demandent ensuite s'il possède réellement cette compétence, et Haruka leur dit qu'il n'a pas la compétence de pickpocket, mais qu'il a la compétence de servitude, ce qui semble encore pire. Ils lui disent que tant qu'il a toutes ces compétences étranges, ils n'auront pas à s'inquiéter car il se contentera probablement de rester seul quelque part sans faire de mal à qui que ce soit. Ensuite, ils disent qu'ils vont surveiller les délinquants dans la forêt et qu'ils voulaient simplement avertir Haruka à propos de la compétence de pickpocket pour qu'il puisse rester en sécurité. Ils lui demandent ensuite de s'excuser auprès des filles de leur part pour ne pas avoir affronté les délinquants plus tôt, puis s'en vont. Haruka les voit partir en leur disant de demander conseil aux gobelins s'ils ont des problèmes la prochaine fois, car ils sont tous les deux des idiots, donc ils s'entendront bien. Le lendemain matin, Haruka demande à tout le monde de préparer leur équipement, puis ils se dirigent vers la forêt pour chercher des herbes. Avant de partir, la déléguée de classe lui dit qu'elle sait qu'il a parlé avec les sportifs la nuit dernière et elle s'excuse auprès de lui. Haruka réalise que cela concerne la compétence de pickpocket et il lui dit qu'il sait qu'elle en est la détentrice. La déléguée de classe dit qu'elle avait demandé aux intellos de garder le secret, mais Haruka lui répond que c'était assez évident, même si les sportifs étaient trop stupides pour le remarquer. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, car ils lui font tous confiance avec cette compétence, c'est pourquoi les intellos ne lui ont pas volé, contrairement à ce qu'ils ont fait avec les délinquants. Cela rend la déléguée de classe très heureuse, et elle commence à pleurer. Haruka lui fait remarquer qu'elle a beaucoup pleuré depuis qu'ils sont arrivés dans ce monde, mais elle lui répond que c'est à cause de lui. Haruka s'affole et dit que c'est une fausse accusation avant de s'enfuir en courant. Cependant, lorsqu'il s'en va, la déléguée de classe se dit à elle-même que c'est parce qu'il la rend tellement heureuse. Après cela, ils poursuivent leur voyage et Haruka décide de vendre du jus de fruits frais en chemin pour remonter le moral de tout le monde. Une fille dit qu'elle n'a pas d'argent, mais serait intéressée à payer d'une autre manière. Cependant, la déléguée de classe gronde Haruka pour son comportement pervers, ce qui le pousse à arrêter de vendre les jus, faisant pleurer les autres filles qui n'en ont pas eu. Il continue de marcher dans la forêt jusqu'à ce qu'Haruka aperçoive la rivière. Il dit à la déléguée de classe qu'il devrait être sûr de camper ici pour la nuit et annonce qu'il va partir en avant pour faire du repérage. En courant, il renforce sa force physique et utilise la magie du poids pour s'alléger. Il obtient une bonne vue de la forêt depuis les airs, mais réalise alors qu'il n'a aucun moyen d'atterrir en toute sécurité. Il finit donc par tomber au sol et se retrouve avec seulement une HP. Haruka retourne ensuite au camp et se fait gronder par la déléguée de classe pour son imprudence. Haruka, étant astucieux, essaie de se rattraper en disant qu'il a ramassé des fruits frais pour faire plus de jus. Le jour suivant, ils reprennent leur chemin pour sortir de la forêt et rencontrent toutes sortes de nouvelles choses en chemin. Ils trouvent une fille perdue de leur groupe, passent du temps à s'amuser dans la rivière, et sont même poursuivis par une horde d'or. Cependant, à la fin, ils parviennent à sortir de la forêt, ce qui rend tout le monde très excité. Haruka remarque que sa vue est obstruée par les collines de la région, et il découvre une nouvelle compétence, marche aérienne, dans son écran de statut. Il l'utilise pour s'envoler et obtenir une meilleure vue de leur environnement, et remarque un groupe de PNJ de ce monde attaqué par une meute de monstres. Haruka descend et raconte tout à la déléguée de classe. En tant que bonne leader, elle panique et dit qu'il devrait les aider. Cependant, Haruka avertit qu'il n'y a aucune garantie que les PNJ soient vraiment des gens bien. Il est impossible de savoir s'ils ne leur feront pas de mal une fois sauvés des monstres. Il suggère de continuer à avancer, mais la déléguée de classe affirme qu'elle se défendra s'ils essaient de blesser ses camarades. Elle veut vraiment les sauver, et regarde Haruka avec des yeux tremblants. À cause de cela, Haruka décide d'y aller seule, car ils sont trop loin et les autres ne pourront pas les rejoindre même en courant à pleine vitesse. Haruka utilise de nouveau le renforcement physique et la magie du poids,
puis il lance un sort de vent pour s'élancer dans les airs. Il continue à voler vers les PNJ en utilisant sa compétence de marche aérienne. Cependant, il remarque la déléguée de classe accrochée à sa cape et lui demande ce qu'elle fait. Elle explique qu'elle s'est retrouvée entraînée par la magie du vent, et lui dit de regarder devant lui, car ils sont sur le point de s'écraser. Malheureusement, Haruka admet qu'il ne sait pas comment freiner. Ils s'écrasent tous les deux sur les monstres près du groupe de PNJ, les sauvant ainsi dans le processus. Haruka se relève, et le chef des PNJ se présente sous le nom de Ofte, accompagné de son partenaire Gatek. Il le remercie de les avoir sauvés et explique que des marchands étaient attaqués par des monstres sur cette route. C'est pourquoi ils avaient décidé d'accepter la quête de la guilde des aventuriers, en espérant gagner un peu d'argent. Cependant, si le combat avait continué, ils ne seraient plus en vie à présent. Après cela, ils emballent leurs affaires et Haruka attend que les autres filles les rejoignent. En attendant, il prépare des champignons qu'il partage avec les PNJ. Ceux-ci le remercient et révèlent que les champignons sont en fait très précieux, car ils restaurent leur force. Haruka devient jaloux des vieux du groupe, qui ont la chance de partir à l'aventure avec de si jolies filles. À ce moment-là, la déléguée de classe reprend ses esprits et empêche Haruka de se comporter comme un vilain. Les autres filles finissent par les rejoindre, toutes excitées à l'idée de voir de véritables elfes en chair et en os. Les PNJ leur montrent le chemin vers une ville appelée Amui, et les filles se mettent à courir vers elle avec enthousiasme, comme des enfants de maternelle. D'un autre côté, on voit les délinquants monter de niveau dans la forêt. Ils disent qu'il est temps de se venger des filles et de faire ce qu'ils veulent avec elles. Cependant, le nerf qu'ils ont kidnappé leur suggère de d'abord débloquer leurs compétences de marionnettistes et de charme. Les délinquants sont tous d'accord, et décident de chasser le groupe des intellos en premier. Au même moment, les sportifs les observent depuis derrière des arbres et s'inquiètent de les voir passer à l'action. Dans la scène suivante, Haruka et les filles se rendent dans la ville. Les filles commentent à quel point la ville leur donne l'impression d'être dans un isekai. Elles sont impressionnées par les nombreuses boutiques et font un peu de lèche-vitrine. La déléguée de classe essaie de garder tout le monde concentré, car il reste beaucoup à faire avant de pouvoir s'installer. Haruka est simplement content d'avoir assuré que les filles sont arrivées en ville en toute sécurité. Il suppose qu'elles n'ont plus besoin de ses services. La déléguée de classe crie sur le solitaire pour s'être trop détendue et souffle dans son sifflet, rassemblant toutes les filles autour d'elle. Elles se tiennent au garde-à-vous. Attendant de connaître le plan pour la suite, elles doivent d'abord se rendre à la guilde des aventuriers pour échanger ce qu'elles ont collecté jusqu'à présent contre de l'argent. Le groupe s'enregistrera ensuite à la guilde avant de chercher un endroit où se reposer. Les gals se sentent un peu offensés que la recherche d'informations sur les nerds semble être une quête secondaire. La déléguée de classe les rassure en disant qu'elle ne le pensait pas ainsi. Haruka les taquine pour s'inquiéter des otaku. Il conduit les filles à la guilde des aventuriers, où les pirates les regardent avec méfiance à leur entrée. Ofte informe Haruka que le maître de la guilde veut le voir. Le solitaire suggère aux filles de s'enregistrer pendant qu'il va voir le patron. Il se dirige à contre-cœur vers le bureau, et le maître de la guilde, qui semble très intimidant, le remercie rapidement pour avoir sauvé le groupe d'Ofte. Haruka reçoit même une lettre de recommandation. Haruka redescend soulagé de ne pas avoir de problème. Il remarque la zone où les cristaux magiques sont vendus et s'y dirige pour faire l'échange. La caissière est stupéfaite par le nombre de cristaux qu'il présente et l'informe qu'il devra revenir le jour suivant pour connaître la valeur de ces cristaux. Les filles l'interrompent pour lui dire qu'elles sont toutes enregistrées en tant qu'aventurières. Ofte n'est pas surpris, il peut voir qu'elles sont au moins de niveau 30. Tous les autres aventuriers montrent du respect aux filles maintenant qu'elles font officiellement partie de la guilde. La déléguée de classe pousse Haruka à aller s'enregistrer aussi, et il est excité à l'idée de dire adieu à sa vie de solitaire. La déléguée de classe est convaincue qu'il sera un aventurier exceptionnel, car aucune des filles n'aurait survécu sans lui. Tout cet enthousiasme tombe à l'eau lorsqu'on lui dit qu'il ne peut pas être un aventurier parce qu'il ne répond pas à l'exigence minimale de niveau, qui est de 10, alors qu'il est actuellement au niveau 9. Il supplie pour qu'on lui fasse une exception, mais il est révélé que cela s'applique à ceux qui sont en groupe. Les aventuriers solitaires doivent être au moins au niveau 20, et ils ne gagnent de crédibilité qu'à partir du niveau 30. Sa compétence de solitaire l'empêche de rejoindre un groupe, ce qui signifie qu'il doit être au niveau 20 pour s'enregistrer. Gatek rit en entendant cela. La déléguée de classe devine qu'elle devra s'occuper des filles à l'avenir. Elle se dirige vers un logement arrangé par la guilde. À leur arrivée, elle pense d'abord qu'il s'agit d'un hôtel d'amour, mais tout est normal lorsqu'elles reçoivent un accueil chaleureux dans de jolies chambres individuelles. Haruka, malgré les lits confortables, regrette la forêt. L'une des gals est assise comme une princesse attendant d'être sauvée, se demandant où sont les nerds. Le jour 19 commence par le petit déjeuner, la déléguée de classe étant enthousiaste à l'idée d'annoncer que la ville est très sûre, donc leur séjour devrait se dérouler sans problème. Les acclamations se font encore plus fortes lorsqu'elles apprennent qu'il y a beaucoup de magasins pour acheter des articles. Haruka est content d'entendre cela, car cela signifie qu'il pourra retourner dans les bois après avoir reçu son argent. « Donnez-moi mon argent », dit-il en allant à la guilde.
Ils s'excusent parce qu'ils n'ont pas fini de traiter son butin, mais ils ont 8 millions en espèces prêts. Le maître de la guilde révèle qu'ils n'ont pas assez de liquidités pour payer tous ces cristaux. Le solitaire est heureux d'accepter des versements jusqu'à ce que tout soit payé. Il réalise que c'est beaucoup d'argent quand il le convertit dans la monnaie de son ancien monde. La caissière prend le temps d'expliquer le marché actuel, il a apporté de nombreux cristaux de rang F pour gagner tout cet argent. L'argent qu'il a gagné inclut également le paiement pour avoir vaincu les loups verts. Haruka est confiant qu'il devrait pouvoir faire du shopping avant de retourner dans les bois. Les filles sont excitées à l'idée de faire du shopping. Gattek entraîne le solitaire à l'écart pour lui dire qu'il connaît un endroit que le jeune homme apprécierait. Haruka a l'esprit ailleurs jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une boutique d'armes spécialisée dans les articles trouvés dans les donjons. Il pense que c'est la boutique parfaite pour les personnes plus excentriques comme les autres voyageurs interdimensionnels. Gattek promet que tout est légitime, même si l'endroit ressemble à un entrepôt ténu et que le propriétaire a l'air d'un type louche. Le crackhead. Enfin, le vendeur est ravi d'avoir un nouveau client. Haruka examine quelques articles jusqu'à la tombée de la nuit. Le collier des 7 attire son attention. Il remarque que son équipement de villageois comporte également la description dessus. Le jeune homme demande au vendeur ce que cela signifie, et il apprend qu'il s'agit de la combinaison d'objets. Le collier permet à l'utilisateur de combiner jusqu'à 7 objets et d'utiliser leurs effets simultanément. Le solitaire se dit qu'il pourrait ajouter de nombreux effets à son équipement s'il combinait le collier avec son set de villageois. La déléguée de classe interrompt son shopping pour le gronder d'être resté dehors si tard. Elle l'informe que les autres dorment déjà. Il demande la permission de rester dehors un peu plus longtemps pour acheter la vigne mucilée qui permet de transformer son bâton en un véritable sceptre. Il commet une erreur en combinant les objets qui l'intéressaient. Le vendeur est furieux car ses articles valent plus de 10 millions d'LS. Gattek et la déléguée de classe le supplient d'accepter les 8 millions pour régler l'affaire. Le lendemain matin, Haruka reste dans sa chambre, déprimé parce qu'il n'a plus d'argent et n'a pas pu acheter les objets qu'il voulait. Le solitaire est mis sortir pour gagner plus de cristaux, mais les étrangers n'ont pas le droit de quitter la ville à moins de devenir aventuriers. De plus, son erreur financière a ébranlé la confiance que la déléguée de classe avait en lui. Il sait qu'il n'est pas fait pour la vie en ville et planifie de s'échapper. Sa cape de villageois a été combinée avec la cape d'invisibilité. Il l'utilise pour se faufiler devant les filles, mais se sent mal de partir sans dire au revoir. Il désactive sa cape quand il atteint le mur et tente de sauter, mais ses bijoux bruns heurtent le mur lorsqu'il est repéré par les sportives, ce qui signifie que sa première tentative est un échec. Le jour suivant, il propose de rejoindre les filles pour leur première quête, mais la déléguée de classe le rejette. Il s'éclipse lorsqu'elle part et sort par la porte principale en utilisant les capacités de sa cape. Il passe devant un village en ruine et un groupe de gobelins, mais s'arrête lorsqu'il voit une calèche attaquée par des bandits. Il hésite à intervenir, car il veut se rendre en forêt, mais un des bandits l'intercepte puisqu'il est témoin. Le solitaire leur dit qu'il veut juste aller dans les bois. Il brûle les criminels avec un sort de feu lorsqu'il semble qu'ils ne veulent pas le laisser partir. Il est impressionné par la performance de son nouveau bâton, car il semble qu'il ait combiné le sceptre de feu avec lui. Les méchants pensent qu'il est mauvais au corps à corps et l'attaquent, mais le solitaire les met rapidement à terre. Ils se relèvent et utilisent leurs compétences en maniement des armes pour tenter de l'éliminer, mais il esquive jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Myriel sort de la calèche pour se présenter en tant que noble et le remercie pour son aide. Elle lui demande de l'escorter jusqu'à chez elle. Il hésite jusqu'à ce qu'il entende qu'il y a une récompense pour sa bonne action. Pendant le trajet en calèche, il critique la ville d'Omui et apprend plus tard qu'elle est la fille du seigneur de la ville. Il la supplie de le laisser partir, mais elle refuse, affirmant qu'elle veut lui prouver que la ville est bien, donc il doit la suivre. Pendant ce temps, dans la forêt, les sportifs affrontent les délinquants. Cependant, le chef des mauvais garçons se fait poignarder dans le dos façon London Style juste avant qu'il ne commence à se battre. Certains tentent de fuir, mais l'homme les intercepte en demandant s'il se moque de lui. Ensuite, on retrouve Haruka qui revient en ville et se dit qu'il devrait probablement partir. La princesse lui demande pourquoi il veut quitter le village et pourquoi il le déteste tant. Plus tard, Haruka semble très inquiet et sur le point de s'enfuir, mais la princesse arrive et lui demande s'il rentre chez lui. Elle lui rappelle qu'elle lui avait demandé de rester un peu pour pouvoir le remercier correctement. Haruka répond qu'il voulait juste profiter de l'air frais pendant qu'elle se changeait. La princesse comprend qu'il plaisante et lui demande de rester un peu plus pour partager un bon repas. Haruka et la princesse s'installent pour manger. Elle le remercie chaleureusement pour lui avoir sauvé la vie des bandits. Cependant, Haruka ne l'écoute pas vraiment et mange tranquillement. La princesse lui offre alors une récompense et lui donne une carte en lui expliquant qu'avec elle, il pourra entrer et sortir du village librement. Après cela, Haruka se retrouve entouré de filles qui lui demandent où il était. Haruka leur répond qu'il avait été convoqué au palais et qu'il ne cherchait pas vraiment à quitter le village. Les filles lui demandent pourquoi il a été invité, mais Haruka dit qu'il ne sait pas. Elle propose alors de terminer leur quête ensemble et la déléguée lui conseille de ne pas quitter le village. Haruka, heureux, se dit qu'il est maintenant libre de partir, mais décide d'acheter quelques provisions avant de partir. Il se rend dans un magasin,
achète des fournitures et écrit une lettre à la déléguée pour l'informer qu'il part dans la forêt pour augmenter son niveau. Il se dit que s'il ne lui donne pas une excuse, elle se mettra en colère. Ensuite, Haruka quitte la ville et se dirige enfin vers la forêt. En chemin, il aperçoit des gobelins et se dit qu'il est bien dans la forêt. En marchant, il commence à faire nuit et il aperçoit du sang. Haruka se demande à qui il pourrait appartenir et suppose que cela pourrait être celui d'un autre aventurier. En suivant les traces de sang, Haruka arrive auprès de plusieurs personnes blessées. Choqué, il vérifie leur état et découvre qu'ils sont vivants. Haruka applique une potion de guérison, qu'il a empoisonnée en utilisant des champignons toxiques, sur les blessés. Ils reviennent à eux et le remercient. Haruka leur demande comment ils vont, et ils lui répondent qu'ils vont bien, tout comme les filles restées en ville. Les blessés racontent qu'un homme très fort les a attaqués et a tenté de les tuer, mais ils n'ont pas vu son visage. Ils pensent que son objectif est la déléguée, car elle possède la compétence de pickpocket. Haruka explique que cette compétence permet de voler la compétence d'un autre en le tuant. Les blessés lui confirment qu'ils en avaient connaissance et que cet homme est également à la recherche de cette compétence. Ils concluent qu'ils doivent protéger la déléguée. Haruka dit qu'il doit protéger la déléguée, quoi qu'il arrive. Les autres lui répondent qu'ils le soutiendront et se battront aussi pour la déléguée. Ils pensent qu'en combattant tous ensemble, ils pourraient réussir à gagner. Haruka leur dit qu'il ne peut pas les impliquer et qu'il combattra seul. Les autres veulent quand même l'aider, mais ils refusent leur aide. Finalement, ils partent en direction de la ville, et Haruka se dit qu'il n'a pas beaucoup de temps et doit devenir plus fort. Dans la scène suivante, la déléguée cherche Haruka mais ne le trouve pas. Les filles lui disent de ne pas s'inquiéter, car il a laissé une lettre expliquant qu'il est parti pour améliorer ses compétences et qu'il reviendra probablement le lendemain. On voit ensuite Haruka vérifier son arme. Il aperçoit des gobelins rôdant autour du sang. Voyant leur niveau, qui est de 19, il décide que c'est une bonne occasion de les attaquer. Haruka se lance dans le combat et les élimine un à un, appréciant le défi mais souhaitant un adversaire plus fort. Un gobelin orc de niveau 23 apparaît alors. Haruka estime qu'il est suffisamment puissant et engage le combat. Ils échangent des coups, et même si Haruka est touché, il continue de se battre en améliorant ses compétences. Peu après, un gobelin impérial de niveau 50 arrive. Haruka doute de pouvoir le vaincre, mais n'a pas d'autre choix que de se battre. Il utilise toutes ses compétences en même temps pour attaquer le gobelin, qui riposte violemment. Malgré les blessures, Haruka persiste et parvient finalement à le vaincre. Son niveau monte alors à 11. Dans la scène suivante, Haruka est chez lui, content d'avoir acquis de nouvelles compétences mais conscient qu'il lui reste beaucoup à apprendre, car son ennemi est bien plus puissant. On voit ensuite un homme masqué avancer dans la forêt. Les filles reviennent après avoir terminé une quête et aperçoivent le groupe des mazos de la musculation. La déléguée leur demande s'ils savent où se trouve Haruka, et ils lui disent qu'il est en train de se battre. Dans la scène suivante, Haruka fait face à cet homme masqué, qu'il soupçonne d'être derrière tout cela. L'homme admet qu'il a tué beaucoup de gens, et il menace de tuer la déléguée. Il propose à Haruka de s'en aller puisqu'il juge ses compétences inutiles. Haruka, déterminé, déclare qu'il ne le laissera pas atteindre la déléguée.